Merci de nous rejoindre sur Digital Congo Télévision pour un nouveau numéro du magazine La Semaine en 45 minutes, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité. Au sommaire, en l'espace de 3 jours, 3 civils abattus par des hommes en uniforme à Kinshasa, des bavures qui ont créé la consternation, 2 motards et un médecin tué, c'est le bilan. Probable retour de Joseph Kabila Kabange en 2023. L'annonce a été faite à partir de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga à l'issue de la matinée politique du PPRD. Depuis cette annonce, les commentaires vont bon train. Est-ce que la Constitution permet-elle à Joseph Kabila Kabange de revenir en 2023? La question reste posée. Réviser quelques articles de la Constitution, l'initiative est de Deli Sesanga, le député national a initié une pétition contre ça. Et donc, pour commenter l'actualité de la semaine, nous recevons sur ce plateau Ben Brian Louis, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes du mouvement citoyen INAF. Exactement. Et Childéric Ndossa, bonjour. Bonjour, vous êtes communicateur de l'UNC et en même temps porte-parole de la dynamique Caméré Leader. Absolument. Voilà, avec vous, on va devoir commenter l'actualité de la semaine. En 3 jours, 3 civils ont été tués par des hommes en uniforme. D'abord 2 motards et puis un médecin. Est-ce que ce sont des actes isolés ou ça reflète tout simplement la qualité des hommes en uniforme qui sont censés protéger la population? Ben Brian Louis. Madame, je pense que ce ne sont pas des actes isolés. Disons que c'est l'habitude de nos forces de l'ordre, surtout de la police, qui ne veut pas faire son travail. Parce que le premier travail de la police, c'est de protéger les citoyens et leurs biens. Mais vous dites des actes isolés, non, quand on sait que dans ce pays, on a tué des gens, Rossi Mokendi, Thérèse Kapangala, on a vu des gens tomber, mourir, et tout ça, c'est resté que des dossiers, ce n'est resté que dans l'histoire, et il n'y a même pas eu de justice pour ces personnes-là. Nous savons très bien que ça commence à devenir une habitude. La police nationale congolaise est devenue la police nationale criminelle, et ça inquiète vraiment. Nous pensons que le problème se pose à 2 niveaux. Premièrement, c'est au niveau du recrutement. C'est ce que moi j'appelle le 3 choses, le recrutement. Sur base de quoi on recrute le policier aujourd'hui? La formation. Quelle est la formation que l'on donne aux policiers aujourd'hui? Et aussi l'équipement. Quel équipement ils ont? Est-ce que pour être policier, il faut forcément avoir une arme létale? Ça, c'est un problème. Je me dis que toutes ces choses font que notre police commence à être très mal habituée. Très mal habituée. Pour se défendre en tant que policier, il ne faut pas forcément faire usage d'une arme létale. Et ça inquiète énormément. Et donc, nous pensons qu'il faut d'abord commencer par désarmer le policier. Je parle de désarmer le policier. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas être en possession d'une arme létale, surtout quand ils ne sont pas en mission de service. Surtout quand ils ne sont pas de service. Mais devant une foule en furie, comment la police va-t-elle... Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe ailleurs? Vous avez vu les manifestations des Gilets jaunes en France. Le bombe lacrymogène, ça sert à ça. Il ne faut pas tirer sur des gens parce qu'il y a eu résistance. Il ne faut pas tirer sur des gens parce qu'ils sont en train de chanter. La police est un service public. Selon notre constitution, la police est un service public et non un service militarisé. On n'est pas en situation de guerre. On a besoin de nos armes à l'est du pays. On n'est pas en situation de guerre pour que vous commencez à tirer ici à tout bout de champ. Merci Ben Brian Louis. Childéric Ndossa, visiblement, c'est un problème de méfiance aussi entre la population et les hommes en uniforme. Bon, merci madame pour la parole. Avant de répondre à la question, je tiens d'abord à remercier l'autorité morale du parti, le docteur Vital Caméré. Oui, c'est le docteur Vital Caméré pour la formation, les séminaires de formation qu'il a initiés pour tous les membres du parti, particulièrement les communicateurs du parti. C'est ici même l'essence d'un parti politique. Ce n'est pas seulement de conquérir les pouvoirs, mais aussi de former les cadres. Donc voilà un peu ce que je pouvais Merci pour la pub, Childéric Ndossa. Me répondez à la question. Bon, madame, vous savez, comme venait de le dire mon concitoyen, que la mission principale de la police, c'est de sécuriser la population et le bien. Mais madame, vous savez que nous reconnaissons qu'il y a eu des dérapages dans les chefs de nos policiers qui ont tué certainement un médecin qui est mort du côté, je ne sais pas, la commune de Lingwala. Et il y a aussi quelques motards qui sont morts. Mais moi, je pense que la justice n'a pas imprimé l'inquiétude par rapport à tous ces forfaits.
depuis que le médecin est tombé. Vous savez que c'est lui qui a tué, il paraît qu'il a tué le médecin. C'est un garde proche du ministre provincial de l'Intérieur, M. Dolly Makambo. La justice n'a pas imprimé l'inquiry par rapport à ces dossiers. Le ministre a été interpellé. Le policier qui a tué sur le médecin a été aussi interpellé. Le policier qui ont tué le motard, il y a eu des audiences foraines. Hier déjà, j'étais sur place en face du stade Martyr. Donc le terrain sur Fala, il y a eu des audiences foraines, sorte que la justice s'est imprégnée de l'affaire. Mais ça devient quand même récurrent. Bon, Ben Brian l'a dit tout à l'heure. À tout moment, on a vu lors des différentes marches, on a l'impression que nos hommes en uniforme ont la gâchette facile. Bon, madame, c'est comme vous venez de le dire de manière rationnelle, mon Ben, que aussi c'est un problème de recrutement. Parce que dans les critères pour devenir policier, on dit 18 ans, avoir été diplômé, machin. Mais moi, je pense que cet aspect doit être un aspect de rigueur. Hein. On ne peut pas recruter quelqu'un qui a été chégué pour qu'il devienne policier. Mais j'ai quand même salué la promptitude de la justice par rapport à tout ce qui s'est passé, les meurtres que nous avons enregistrés. Et la justice n'a pas imprimé l'inquiry. Déjà les audiences foraines, donc tous ceux qui ont tué des Congolais, des motards, seront condamnés. Donc je ne sais pas ici prendre de la place de la justice, parce que les dossiers sont encore en cours, en pleine instruction, parce que c'était une situation directe, en pleine instruction. Nous attendons les verdicts. C'est ici que l'occasion pour moi aussi d'en appeler à tous ceux qui sont saisis de l'affaire, dont les magistrats militaires comme civils, de faire en toute célérité, parce que les faits sont déjà cristallisés, de condamner les policiers qui ont tué les Congolais, qui ont tué les motards, qui ont tué les médecins, et aussi l'occasion pour moi de demander à l'Assemblée provinciale, même à M. Dolly Makambo, parce que la personne, le garde ou son proche qui a tué les médecins, il est vraiment approximatif avec le ministre. Le ministre doit d'office démissionner. Hein, j'en appelle au président de l'Assemblée provinciale d'accélérer une procédure. Là, excusez-moi de vous interrompre. Vous demandez que le ministre de l'Intérieur démissionne parce que la personne qui a commis ce forfait, c'est son rapproché. Absolument. Alors ici, l'infraction, elle est individuelle ou elle est collective? Je voudrais savoir. Madame, aussi pour des raisons d'éthique. Hein. Vous savez, nous sommes pour des raisons d'éthique. C'est parce que quand on vous envoie un policier à votre service, il échappe au contrôle de son hiérarchie. C'est vous qui devez le contrôler. Ça sont des notions de sécurité. C'est vous qui devez le contrôler. Déjà, si je peux dire... Madame, c'est vous qui devez le contrôler. Mais si ce policier n'est pas contrôlé, madame, la responsabilité incombe au ministre. Le ministre doit démissionner. Déjà, si dans nos états sérieux, il devait déjà démissionner avant que la chambre législative, qui est l'Assemblée provinciale, puisse, madame, actionner une procédure contre lui. Il doit démissionner et le policier qui a tué les médecins doit être devant la justice. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit ne voudrait pas dire l'anarchie. Ok, merci. Vous comprenez, il n'y a pas, l'état de droit ne voulait pas dire l'anarchie, mais c'est Dolly Makambo, s'il me suit, qu'il profite avant toute chose de démissionner, que le gouverneur de la ville de Kinshasa, avant même que l'Assemblée puisse actionner la procédure, et le gouverneur peut aussi le démettre de ses fonctions en toute célérité. Qui doit décider de la démission du ministre de l'Intérieur? D'abord, le ministre lui-même. M. Dolly Makambo doit démissionner de lui-même pour 3 raisons. La première raison, c'est que la police, je l'ai dit tout à l'heure, est un service public qui répond directement du ministère de l'Intérieur. La police a comme hiérarchie directe le ministère de l'Intérieur. Et M. Dolly Makambo est le ministre de l'Intérieur de la ville de Kinshasa. Absolument. Pour cette raison-là, toute bavure de police doit lui être... On doit lui tenir responsable de toute bavure de police. Il doit fournir des explications à l'Assemblée provinciale lorsqu'il y a problème avec la police. Ça, c'est de 1. De 2, mon ami l'a dit, Dolly Makambo est le chef direct de ce monsieur parce que c'est un garde commis à sa sécurité. Et le général Kassongo l'a dit, lorsque vous avez détaché un élément, c'est-à-dire un élément est en détachement auprès de quelqu'un, vous ne le contrôlez plus. C'est la personne qui le dirige, en fait. C'est la personne auquel il est affrété, ou la personne à laquelle il est affrété, c'est cette personne qui le contrôle directement. Et donc, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs.
monsieur Doli Makambo est le responsable direct de ce policier qui a tiré. Ça, c'est la deuxième raison. La première, c'est parce qu'il est ministre de l'Intérieur. La deuxième, c'est parce qu'il est le chef direct de cette personne. Et la troisième, c'est juste une question d'éthique. Après le meurtre d'un homme, un jeune de 33 ans, qui prend à peine goût à la vie, vous arrêtez sèchement sa vie comme ça. Il laisse derrière lui 2 enfants. Madame, vous allez regarder ces enfants dans les yeux, vous allez leur dire que Doli Makambo est responsable de rien. Soyons humains un seul instant. Pour des raisons d'éthique, monsieur devrait démissionner de lui-même. Je vois un communiqué signé par lui, mais ça me fait honte. Il veut justifier l'injustifiable, il veut raconter des histoires, il veut se moquer de tout un peuple. C'est pas sérieux. Il faut qu'on s'arrête un moment et qu'on réfléchisse avant de poser certains actes. Et donc, pour 3 raisons, le monsieur devrait démissionner. Je pense qu'avant qu'on en arrive au gouverneur, avant qu'on en arrive à l'Assemblée provinciale, M. Doli Makambo, de par lui-même, il devrait démissionner. Et j'alerte le gouverneur de Kinshasa, M. Gentil Ngobila. Attention, cette situation commence à devenir sérieuse. Ce sont des patates chaudes entre le mains. Si vous ne gérez pas bien la situation, ça risque de déborder. Nous ne sommes pas loin d'une guerre civile. Attention. Non, mais il ne faut pas non plus... je vous explique. J'ai eu du mal à arriver ici aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que les motards sont en train de manifester sur la ville de Kinshasa. Vous ne le savez peut-être pas. Entre le chantier du saut de mouton de Bonhomme et vers Kingasani partout, il y avait une manifestation monstrueuse aujourd'hui de la part de motards. Ça commence à inquiéter. Les motards se prennent, ils commencent à penser qu'ils sont ciblés. Et ça devient sérieux. Mais en même temps, ces motards aussi, on leur reproche d'être des anarchistes. Ils ne respectent rien du tout. Justement. Ça ne justifie pas l'assassinat. Justement. Mais alors, lorsque vous avez des anarchistes comme ça, comme vous les appelez, hein, lorsque vous pensez que ces gens, ils sont hors la loi, il y a une loi dans ce pays, enfin, je ne sais pas si c'est une loi, il y a une interdiction formelle aux motards qui dit « ne circulez pas dans le centre-ville de Kinshasa ». Moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas dans le centre-ville. Je pense tout simplement qu'il n'y a pas de loi qui le régit. Je pense tout simplement qu'il n'y a pas de restrictions. Vous voulez qu'ils obéissent à quoi? Est-ce qu'on leur a interdit de faire ceci et qu'ils l'ont fait? Vous dites par exemple qu'ils ne mettent pas de casque pour se protéger et qu'ils ne donnent pas de casque aux clients. Mais est-ce que la police, est-ce que les autorités font le forcing sur cette question? Est-ce que la police, est-ce que les autorités sont rigoureuses sur cette question de casque par exemple? Non, il n'y a pas de restrictions. Il ne faut pas vouloir que les gens se disciplinent par eux-mêmes. C'est déjà difficile. S'il y a des restrictions, s'il y a des lois qu'ils doivent suivre, je pense que ce sont des humains, ce sont des Congolais, et même s'ils ne respectent pas la loi, ça ne veut pas dire qu'il faut tirer sur eux. Voilà, toujours à propos de ces assassinats, il y a un communiqué du CNDH qui condamne fermement ces actes d'assassinat, mais en même temps s'inquiète du fait que ça vient ternir l'image du pays qui déjà avançait positivement dans le cadre du respect des droits de l'homme. C'est ça, madame, j'ai quand même aimé, parce que le président du CNDH est un collègue de la faculté, Moussine Koko, j'ai aimé la promptitude, aussi la célérité de sa note. C'est pourquoi je devais ajouter un bémol par rapport à l'intervention de Ben. Doli Makambo, excusez-moi de les citer nommément dans le cadre de cette émission. Madame, j'étais un peu climatisé là, de voir qu'il avait fait une note présentant les condoléances. Moi, j'attendais qu'il devait démissionner. Sa note qui devait circuler dans les réseaux sociaux, ça devait être une note de démission et non une note de présenter les condoléances. Ça, c'est une aventure. Nous sommes dans mais est-ce que déjà ici au Congo, vous avez cette culture-là de démission? Madame, cette culture doit ancrer dans les chefs de la population. Il n'est pas le seul intelligent pour être ministre de l'Intérieur. Il n'est pas le seul compétent. Il y a des intelligences. Madame qui peuvent aussi assumer ses fonctions. Il a été beaucoup maître de la ville de Kinshasa, de la Gombe et député national. Mais on sait comment il a été brutale quand il était bourgmestre. Voilà, même quand il était bourgmestre, madame, ce n'est pas un monsieur élégant. Ce n'est pas un monsieur élégant. Il ne fait pas bonne presse dans les chefs de la population, même de ses administrés de la Gombe. Il devait démissionner. C'est ici l'occasion pour moi de profiter de demander à monsieur. Nous sommes dans l'état de droit. Lorsque le président de la République, qui fait le tandem avec mon chef direct, le docteur Vital Kamere, prend sur l'état de droit, madame, l'état de droit ne devait pas être l'anarchie, l'état de droit ne pouvait pas passer comme ça, madame. Et moi, j'en appelle à l'auditorat, parce qu'il a été déjà auditionné, à ces magistrats de l'auditorat militaire, d'actionner en toute célérité l'action. D'après les informations en notre possession, il serait en résidence surveillée. Madame, ça c'est bien. Suffit pas. Ça c'est bien. Résidence surveillée voulait dire quoi? Qu'il démissionne d'abord.
qu'il démissionne d'abord. Parce que la procédure est baisée. Parce que quand il est en résidence civile, c'est un ministre, non, provincial, bénéficiant des privilèges de juridiction. Il est justicier devant la Cour de cassation. Mais le juge de la Cour de cassation devait s'imprégner de l'affaire. C'est là où aussi je n'ai pas compris la célérité de cette procédure. Mais en résidence civile, oui, c'est quelqu'un qui a les indices sévères de culpabilité qui émaillent sa personne. On doit d'abord l'encercler. Merci. On doit l'encercler, mais il doit démissionner. Merci. J'ordonne sa démission, madame. Vous ordonnez. Oui, qu'il démissionne pour essayer un peu d'apaiser aussi la famille de médecin qui est mort à la commune de Lingouala. Voilà. On va prendre le deuxième dossier, probable retour de Joseph Kabila Kabange en 2023. Une annonce qui a été faite à Lubumbashi à l'issue de la matinée politique du PPRD. Mais déjà, dès l'annonce de cette nouvelle, les commentaires vont bon train. Est-ce qu'il doit revenir ou pas? Est-ce que la Constitution les lui permet? Ben Brian. Alors, je vais être le plus équilibré possible, hein, et je vais être le plus légaliste possible aussi. D'un point de vue légal, je veux dire, le texte de la Constitution, nulle part le texte de la Constitution n'interdit à M. Kabila de se représenter en 2023. Mais nous avons consulté les constitutionnalistes, ceux-là même qui ont rédigé cette Constitution. Ils expliquent que l'esprit de la Constitution était d'interdire une présidence à vie. Et donc, de ce point de vue, vous avez fait 2 mandats. On suppose que vous avez mis toute votre intelligence au service du pays et que vous n'avez plus rien à offrir. On vous demande de prendre une sorte de retraite en or dont du coup vous devenez sénateur à vie. Mais ça c'est dans l'interprétation. Ça c'est l'interprétation et c'est l'esprit. Maintenant, la lettre ne l'interdit pas. Et il y a même la loi sur la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Cette loi aussi, je l'ai consultée. La loi me dit, en son article 6, que le sénateur à vie est frappé d'incompatibilité telle que mentionnée dans la Constitution à l'article 108. Je vais dans l'article 108 de la Constitution. On me dit tout simplement que les postes des députés nationaux, les postes des députés nationaux est incompatible avec celui du président, celui du sénateur, mais c'est la même chose. Mais quand j'analyse, je me dis qu'il y a dans ce pays des gens qui sont députés nationaux élus, mais qui sont au gouvernement. Et je sais que lorsque votre mission au gouvernement s'achève, vous retrouvez votre siège au Parlement. Du coup, et quand on sait que le mandat de Kabila au Sénat, c'est un mandat qui n'est pas électif. C'est un mandat qui n'est pas électif et malheureusement qui est imposable parce qu'il ne peut pas renoncer à ce mandat-là. Mais le règlement actuel du Sénat dit que les sénateurs à vie bénéficient de toutes les prérogatives que tous les autres sénateurs. Ça veut dire qu'il a aussi le droit de suspendre ce mandat-là pour aller faire autre chose. Comme l'a fait les sénateurs Mboussa, par exemple, Jean-Lucien Mboussa, qui a arrêté d'être sénateur pour aller au gouvernement. Et du coup, je me dis Kabila peut arrêter d'être sénateur pour devenir gouverneur, par exemple. Et dans cette même logique, Kabila peut arrêter d'être sénateur pour devenir président de la République. Et là, c'est la faiblesse de la loi. C'est tout ce que j'appelle la faiblesse de la loi. Vous savez, madame, c'est ça la conséquence lorsque l'on prend modèle sur des autres. Lorsque l'on ne fait que de copier-coller. Déjà, lorsque Kabila présente son dauphin, sur BBC, je cite la chaîne, la question lui est posée, est-ce qu'on pense que vous allez jouer au jeu de Dimitri Medvedev et Vladimir Poutine? C'est quoi ces jeux? C'est que la constitution russe interdit 3 mandats consécutifs et du coup vous faites 2 mandats comme le cas ici. Voilà. C'est-à-dire vous faites 2 mandats, vous allez un peu vous cacher quelque part et après vous rebondissez. Il y avait... Un peu comme l'a fait aussi Sarkozy. Un peu comme l'a fait Sarkozy, à la différence que Sarkozy n'a pas fait 2 mandats. Oui. La différence que Sarkozy a fait un mandat et qui n'a pas été réélu, du coup il revient pour tenter un 2e mandat. Mais encore ce matin, un autre constitutionnaliste, l'honorable Délice Sanga, m'apprend ou apprend à l'opinion que comparer la situation congolaise à la situation française ne colle pas parce que lui, faisant partie de ceux qui ont rédigé cette constitution, estime que l'esprit, ça existe dans les archives, dans les travaux préparatoires. Dans les travaux préparatoires, ils disent que l'esprit était d'interdire plus de 2 mandats. Vous savez, madame, ce que je dois dire sur cette question, c'est qu'il est important que l'on adapte cette constitution aux réalités congolaises. Et du coup, il faut arrêter de phrases vagues où à tout moment il faut que l'on explique. Vous avez par exemple l'article 64 de la Constitution, le premier alinéa contredit le 2e alinéa, on est perdu. Et du coup il faut faire recours à la Cour constitutionnelle pour interprétation. Mais à tout moment faire appel à la Cour constitutionnelle que l'on connaît malléable, parce que ça il faut le dire, que l'on connaît malléable et très manipulable d'ailleurs. Général de ça, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que déjà c'est vous, hein, au cash, qui êtes
bouleversé par cette annonce. Le retour de Kabila vous fait peur à ce point? Madame, nous ne sommes pas bouleversés. Nous ne sommes pas bouleversés. Nous ne sommes pas aussi emportés par rapport à cette annonce. Est-ce que ce n'est pas un ballon d'essai? Est-ce que réellement c'est le sénateur Kabila qui a demandé à M. Chadari, secrétaire permanent du peuple RD, d'annoncer à l'opinion qu'il va rentrer? Ça. C'est ce qui est encore... Oui, c'est comme ça qu'on parle de Célestin Moulin l'a dit, Léonie Moulania l'a dit, voilà, ça fait beaucoup de voix. Mais scientifiquement, s'il faut répondre de cette manière-là, j'ai pris le temps, madame, de lire la Constitution, de lire la loi des anciens présidents de la République, de lire la loi électorale. Nulle part, c'est mentionné que M. Kabila est inéligible comme sénateur à vie. La Constitution n'a pas été du tout claire sur ces points. Elle reste tacite. Elle reste tacite sur ces points. Donc, ce qui voulait dire que M. Kabila, rationnellement parlant, peut être candidat. Mais madame, pour des raisons d'éthique, madame, pour des raisons de paix sociale, est-ce que M. Kabila peut être encore candidat président de la République? Pourquoi pas? Non, pour des raisons d'éthique, pour des raisons de paix sociale. Ici, je ne vais pas, madame, faire un rétropédalage de sa gestion de 18 ans à la tête de ce pays. Ici, je ne vais pas faire ce rétropédalage. Moi, j'aurais bien voulu vraiment connaître quelqu'un du FCC. Non, madame, mais madame, ça c'est pas... Il a désisté en dernière minute. Voilà, il savait... Quand vous dites ça, aujourd'hui, tout le monde est unanime que Joseph Kabila a posé un acte de grandeur. Par la passation de pouvoir. Du coup, madame, il faut pérenniser cet acte. Pardon, madame, tout le monde est unanime. Tout le monde sait qui. Madame, faites une descente empirique. Vous êtes journaliste d'investigation. Posez la question à la population. Si vous descendez même à Niangoué, vous descendez même à Willery. Vous n'avez pas applaudi madame, la passation pacifique du pouvoir au sommet. Il est devenu partenaire pour eux. Madame, ça, c'était conditionnel. Qu'il avait des mandats, qu'il avait un mandat de 5 ans, 5 ans renouvelable une seule fois, il en a épuisé, il a organisé les élections. La Constitution prévoyait passation des pouvoirs, madame. Passation des pouvoirs. Il est parti, il est resté sénateur à vie. Et revenir encore, mais c'est Kabila lui-même. Est-ce qu'il vraiment il peut revenir dans ce pays comme candidat président de la République? Pour des raisons d'éthique, pour des raisons de paix sociale, est-ce qu'il peut être candidat? Ça, je ne sais pas répondre. Mais je pense que ce genre de mission, M. Kabila suit, ses lieutenants suivent aussi toutes ces émissions. Je pense qu'ils vont les conseiller de ne pas être candidat. Parce que même si M. Kabila a postulé... Mais en tout cas, l'impression que ça donne, c'est que Kabila vous fait peur. Madame, il ne nous fait pas peur. Oui, madame, pourquoi ne pas laisser... madame, nous sommes en train de réfléchir sociologique aussi et politique. La population va trancher. Mais M. Kabila sait, s'il postule, madame, qu'il va échouer lamentablement. Ici, je ne suis pas en train... Ici, je ne fais pas une prémonition négative sur sa personne. Mais ils savent, même sa techno-culture, là, savent que le bilan de 18 ans était un bilan opaque, un bilan mitigé, et que M. Kabila postule, il va revenir avec quel discours? Parce que pendant 18 ans, madame, qui n'a pas pu faire. Madame, je voulais préciser une chose. Pendant ces 18 ans, qu'il y a une foultitude des églises de réveil dans ce pays. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un taux vertigineux, madame, du chômage dans ces pays. Qui n'est pas toujours raison. Madame, le président de la République, le président de la République. Vous voulez bien que je dise un mot là-dessus? Pardon, le président de la République et son directeur de cabinet, la jonction qui fait le cabinet du président de la République, mon chef Vital Kamere, le président de la République. Madame, je réponds. Vous avez réussi à résolver le madame, ça présage négativement. Ce n'est que des intentions. Aucune intention. Ça se décèle même dans les chefs du président de la République. Il n'a pas encore inhéré comme président de la République. Vous voyez les balais diplomatiques qu'il fait pour faire appel aux investisseurs. Madame, aujourd'hui, je vais vous informer qu'aujourd'hui, la SONA est libéralisée. Secteur assurance est libéralisé. Mais ça, ce sont les jalons posés par... Madame, tout ça, ça va créer l'emploi. Ça date de 2009, cette histoire. Je ne refuse pas, mais c'est matérialisé, c'est cristallisé. Madame, il y a ça qu'on appelle la continuité. La continuité des affaires de l'État. Alors, quand vous parlez de la continuité, admettez aussi que Kabila a fait quelque chose. Madame, c'est aussi un problème de volonté politique. Le président de la République fait les balais diplomatiques, concomitamment avec mon chef
le docteur Vital Kamere, ça présage déjà bien. Madame, le départ de la République, Madame, le départ, la population a besoin du concret. Alors vous dites que les chômages battaient son plein à l'époque de Kabila. Aujourd'hui, vous avez réussi à résorber le chômage? Madame, le sénateur Kabila, à l'époque président de la République, il avait échoué, madame, dans les secteurs privés. Je vois bien que vous ne voulez pas répondre à la question. Non, madame, il avait échoué dans les secteurs privés. Aujourd'hui, le président de la République fait le balai diplomatique pour amener les investisseurs. Bien votre balai diplomatique. Voilà. Allez, Chindéric, évitez de privatiser les débats, sinon j'aimerais dire un truc sur la question. Il ne faut pas que le Congolais ait peur de Kabila ou de son probable retour. Il faut simplement que le Congolais se rende compte que nous sommes un peuple vaillant. Héroïque même. Lorsque Kabila avait encore le pouvoir et tous les éléments du pouvoir, le peuple congolais a dit « Niet, respectez la Constitution, présentez-nous un dauphin ». On a attendu jusque la veille pour avoir un dauphin. Kabila avait tous les instruments du pouvoir, on n'a pas eu peur de lui. Cette fois-ci, il est important que le Congolais fasse un travail de fond. Le travail qui est important à faire, c'est ne pas les débats de dire est-ce qu'il est éligible ou non éligible. Absolument. Là, c'est la loi qui doit le dire. Et la loi, je crois qu'elle est claire sur la question, en attendant que la Cour constitutionnelle, qui est habilitée à la matière, se prononce. Mais le travail que nous devons faire, madame, c'est la restructuration de la CENI. C'est la restructuration de la justice. Je parle de la justice si je parle de la Cour constitutionnelle. Vous savez, les arrêts qui sont restés, n'est-ce pas, des tristes mémoires, les arrêts de la Cour constitutionnelle qui valident, réinvalident, désinvalident et multivalident certains. Et il est très important que la Cour constitutionnelle soit, n'est-ce pas, redynamisée, qu'elle soit renouvelée pour que nous ayons une justice de qualité, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui est chargée, n'est-ce pas, des contentieux électoraux. Il faut maintenant que nous puissions travailler sur la légitimité de nos prochains élus, que ce soit le président de la République jusqu'aux députés provinciaux. Il faut travailler sur leur légitimité et ça passe par une CENI de qualité, pas une CENI dirigée par un politicien, comme on en entend le velléité là, pas une CENI malléable, mais une CENI de qualité et aussi une Cour constitutionnelle de qualité. Et du coup, je comprends, le politique peut avoir peur parce que ça se passe dans des salons politiques, mais le peuple congolais qui n'attend que de résultats sait que M. Kabila aurait beaucoup de réserves de se représenter en 2023. Beaucoup de réserves parce qu'il connaît comment il a eu du mal à gérer ce pays. Je pense que M. Kabila est mieux comme ça à Kingakati. Il est mieux dans sa magnifique villa là-bas et dans sa retraite qui lui va très bien. Et donc, même s'il s'est représenté, il ne fera pas peur au peuple congolais parce que de toutes les façons, c'est aussi ça les jeux démocratiques. Voilà, merci Ben Bouin-Bouy. Chindéric, avant de chuter. Non, avant de chuter, ici, je sais que le sénateur Kabila, comme d'habitude, après que j'ai un peu étudié sa façon, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop. Mais la question épineuse que je suis en train de me poser ici, est-ce que l'annonce du retour, parce que ce n'est pas interdit qu'il rentre, il est déjà dans la scène politique, non? Je ne sais pas quand on dit retour, ça voudrait dire quoi? Parce qu'il est déjà sénateur à vie. Venir siéger à la chambre haute, ça dépend de lui apparemment. Mais je ne sais pas quand on dit probable retour. Est-ce que c'est lui qui a dit ça? Ou ce sont le ballon d'essai, qu'on voulait voir la réaction de la population. Mais la réaction de la population, moi comme politique, après certaines descentes empiriques, madame, ça crée des remous. Que vous avez effectué vous-même. Non, madame, non. Ça crée des remous. Vous-même, vous êtes jugé parti. Madame, ça crée des remous, ça crée des fissures dans les chefs de la population. Et même ça, même s'il est rentré, et si je ne vais pas faire une prémonition négative si ça personne, même s'il est rentré, bon, je ne sais pas, mais le peuple congolais n'est pas naïf. Oui, mais c'est le peuple congolais qui va trancher. Voilà, on va prendre le tout dernier dossier de ces 45 minutes, réviser quelques articles de la Constitution, l'initiative et d'Élie Sesanga, le député national, a même initié une pétition quant à ce. Alors, Ben Bouin-Bouy, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Ah oui, déjà, si j'étais informé qu'il y avait une pétition dans ce sens, j'aurais été le premier à signer cette pétition. Il est impérieusement capital et vital qu'au jour d'aujourd'hui, nous puissions revoir cette Constitution. Quand on parle de réviser la Constitution, ça fait peur à certains esprits. Donc, quelques articles. Voilà, réviser quelques articles de la Constitution. Mais quand on parle de réviser quelques articles de la Constitution, ça fait peur à certains esprits. Mais je comprends pourquoi. Parce que il y a un peu de temps, réviser la Constitution voulait dire autre chose que ce que ça veut dire aujourd'hui dans le contexte de M. Sesanga, l'honorable Sesanga. L'honorable Sesanga veut réviser
notamment l'article 9 de la Constitution, si je ne m'abuse. L'article qui consacre l'unicité de la nationalité congolaise. C'est l'un des articles qui est visé. La nationalité congolaise est exclusive. Voyez-vous, madame, cette réalité est passée. Elle est caduque aujourd'hui. Moi, je ne connais pas, ou j'en connais très peu, de politiciens congolais ou même de personnalités congolaises qui n'ont que la nationalité congolaise. Je prends le premier exemple de Mutombo Dikembe. Le deuxième exemple, Luc Gérard Nyakfé. Vous en connaissez beaucoup, et même de politiques congolais qui n'ont pas que la nationalité congolaise. Et notre loi est restée en retard par rapport à ça. Moi, je pensais revoir ou proposer que l'on puisse revoir cet article en faisant ceci. Vous savez ce qui a fait que le constituant dise que la nationalité soit une et exclusive, c'est le fait qu'il y a par moment conflit d'intérêts entre nous Congolais et le Rwanda surtout. Il y avait beaucoup de Congolais qui avaient la nationalité rwandaise et la nationalité congolaise en même temps, et ça posait beaucoup de problèmes. Mais je réfléchis, je me suis dit, il serait peut-être important que l'on dise que la nationalité congolaise est ouverte à exclure les 9 pays voisins. Ça nous éviterait, par exemple, que vous soyez Angolais et Congolais, on ne sait pas quel intérêt vous servez en même temps. Il fallait ouvrir cet article. Et donc, mais est-ce que le problème, c'est pas aussi d'avoir un État fort? Justement, tout se résume, tout se résume en ayant un État fort. Mais l'État fort, c'est aussi des institutions fortes. Et les institutions, c'est aussi cette loi-là. C'est aussi cette Constitution-là. Et donc, c'est très important que l'on puisse reviser certains articles de la Constitution, notamment l'article 70. Rappelez-vous, madame, le mandat de Joseph Kabila finissait en 2016, 2018. 2017, je ne sais plus. J'oublie beaucoup vite. 2016, le mandat de Joseph Kabila finissait et il est resté 2 ans de plus au pouvoir parce que l'article 70 disait jusqu'à l'installation que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Et dans la tête de certaines personnes, l'installation du président élu ou rester en fonction, ça voulait dire qu'on allait attendre jusqu'à ce que monsieur allait vouloir organiser les élections. Non, cette disposition doit être touchée. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une punition à cela. Ce que j'appelle une caution morale. Que de dire, vous êtes président de la République, si vous n'arrivez pas à organiser les élections dans le temps, vous démissionnez, comme l'a fait Michel Bachelet en Haïti. Vous n'arrivez pas à organiser les élections 3 mois avant la fin de votre mandat, vous démissionnez. Et c'est aussi simple que ça. C'est ce que propose Denis Sesanga, et ça, j'apprécie beaucoup. Une autre chose, madame, pour finir. Oui. Que l'on puisse retourner à 2 tours à l'élection présidentielle. Madame, nous sommes un pays post-conflit. Bon, même si ça commence à durer, que les conflits sont quand même terminés. Nous sommes un pays post-conflit, mais nous sommes aussi un très grand pays aux dimensions continentales, comme on dit. Madame, une seule région de notre pays peut faire aujourd'hui de quelqu'un président de la République. Aujourd'hui, vous êtes voté dans une seule région. Je peux dire, si vous êtes voté seulement dans le Nord, vous pouvez devenir président de ce pays avec ce système actuel de l'élection présidentielle à 1 tour. Et donc, nous avons cette histoire d'illégitimité d'un président de la République. Un président de la République qui serait élu par moins de 10% de la population congolaise. Tenez, le taux de participation pour cette élection de 2018, l'élection qui est passée, les taux de participation étaient de 49%. Et le président Tshisekedi est passé président avec 35%. Vous avez 35% de 49%. 49%, c'est déjà moins de la moitié. Vous avez 35% de moins de la moitié. Faites les calculs et comprenez combien de Congolais ont voté pour M. Félix Tshisekedi. Je ne remets pas en doute son élection, hein. Moi je ne suis pas là, mais je suis en train d'épingler ici le fait que c'est très important que nous revenons à une élection présidentielle à 2 tours. Pour permettre au président d'avoir une assise populaire. Voilà. Frédéric Ndoussa, est-ce que Denis Sesanga a raison d'initier cette pétition? Madame, certes que j'ai appris, hein, madame, je parle de l'inconditionnel, que M. Denis Sesanga avait une proposition de loi en gestation au niveau de l'Assemblée nationale qui devait faire l'objet d'une étude au niveau du bureau. Mais je n'ai pas eu le temps de lire cette proposition de loi. Je me suis rendu dans le service d'archives de l'Assemblée nationale. La proposition de loi n'a pas été encore disponible, donc en possession de cette structure d'archives. Je ne sais pas me prononcer. Déjà, illico presto sur mais Ben doit essayer quand même de brosser. Oui, je dois lire cette proposition de loi. Je dois prendre le temps de scruter. Je pense que... Mais déjà, l'initiative, elle vous emballe, oui ou non? Bon, l'initiative, oui, c'est une bonne initiative, mais je dois, madame, je suis en train de préciser... Oui, ça, je vous l'accorde, il n'y a pas de problème, je vous l'accorde. L'initiative, c'est bien parce que c'est un député national.
la Constitution, comme les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, reconnaît le prérogative à un député national de proposer ou d'initier une proposition de loi, madame. C'est ce que je dis, je ne sais pas émettre un point de vue précoce comme ça, au moment qu'en amont, je n'ai pas lu la proposition de la loi de Cessan qui parle de la révision constitutionnelle ou de certaines dispositions de la Constitution. C'est pourquoi, je sais que je suis un habitué de la maison, je serai invité pour émettre un point de vue technique à la question, parce que c'est aussi une question technique. Donc je dois prendre le temps de lire la proposition de loi de M. Sesanga. Je le connais, c'est quelqu'un d'intelligence. Après avoir scruté cette proposition de loi, madame, je serai disponible à revenir, si c'est une question qui peut revenir en termes de redondance, je serai prêt, madame, pour répondre techniquement et scientifiquement à cette question. Merci, parce que je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas émettre un point de vue sur cette question. Voilà, merci, madame. Je vous en prie. Ben Brandou, est-ce que vous pensez que cette initiative va aboutir? Elle va trouver l'assentiment du pays? Voilà, c'est ça la crainte. C'est ça la crainte, c'est qu'elle n'aboutisse pas. Mais heureusement que les constituants nous donnent plusieurs possibilités, n'est-ce pas, pour faire passer de propositions comme celle-là. Il n'y a pas que la majorité au Parlement qui a le monopole. Avec la pétition, ça peut passer d'une autre manière. Donc c'est très important. Moi, j'encourage vraiment que cette proposition puisse passer. Vous savez pourquoi, madame? Nous sommes habitués à voir dans ce pays que des intelligences au service du mal. Vous voyez des gens sortir toutes leurs intelligences quand il faut protéger leurs intérêts, quand il faut monter des histoires pour protéger une personne, un individu, je ne sais pas moi quoi. Mais là, M. Sesanga, dont je salue l'intelligence d'ailleurs, il fait quelque chose de très important parce qu'il est temps que l'élite congolaise se réveille. Il faut arrêter d'être toujours en veilleuse. L'élite congolaise, vous allez à l'UNIKIN, vous mettez des années, vous êtes constitutionnaliste et vous sortez de là, vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes là qu'à dormir ou qu'à ne faire que du copier-coller. Vous voyez le cas que nous venons d'aborder sur le probable retour du président Kabila. C'est toute une question de gens qui ne font que dormir et ils ne font que du copier-coller. Et là, il y a quelqu'un qui vient, qui apporte quand même certaines innovations, qui dit non, pour la situation congolaise, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait des restrictions, et ça c'est très important. C'est très important que l'on ait des limites, que l'on sache qu'un président qui n'a pas pu organiser sa succession après 5 ans ou 10 ans de mandat, ce gars-là il doit démissionner. Il n'y a pas de détour probable à ça. C'est quand même important que l'on se rende compte au jour d'aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir simplement la nationalité congolaise et vivre comme on le voudrait. Donc c'est important, même si moi je n'ai que la nationalité congolaise, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais il y en a beaucoup qui ne peuvent pas vivre simplement avec la nationalité congolaise. Et c'est toujours important qu'on puisse se mettre à jour. Et moi je prie, disons, pour ne pas faire des incantations, je soutiens cette proposition de loi que je vais appuyer, que je vais soutenir et que je vais pousser. Parce que nous allons pousser à ce qu'elle puisse aboutir et c'est très important. C'est très important que la loi dans ce pays ait un caractère impersonnel. Je vous le dis parce que M. Sesanga a soutenu la candidature du président Tshisekedi, mais pendant que Tshisekedi est au pouvoir, il propose que si le président n'organise pas les élections, qu'il démissionne. Vous trouvez que c'est quand même important, ça montre le caractère impersonnel de la loi que M. Sesanga avait imprégné. Et c'est ce genre de personnes dont nous avons besoin dans ce pays. C'est pour ça que je vous dis que l'initiative va aboutir, n'en déplaise aux buveurs de sang qui veulent déjà faire partir Mme Abunda de l'Assemblée nationale pour des raisons encore inavouées. Oui, mais vous parlez de cette pétition, mais personne n'a vu cette pétition. Ce ne sont que des intentions que vous leur prêtez. Ça se trame, mais une pétition ne doit pas être forcément publique. Une pétition ne doit pas être forcément publique. Un jour, on vous sortira des signatures déjà toutes faites. Écoutez, il n'y a pas de fumée sans feu. Les députés nationaux qui en parlent, les médias que vous êtes qui en parlez, vous ne les dites pas comme ça, sur base de rien. Vous ne vous réveillez pas de votre sommeil et commencez à inventer des choses. C'est-à-dire qu'il y a un bruit sous roche et ça se sait, ça. Voilà. C'est la fin de ce 45 minutes. On va accorder 1 minute à nos invités pour conclure. Je commence par vous, Chidéry. Merci, madame. Comme je l'ai dit au début, que nous tenons à remercier le... Je tiens à remercier le docteur Vital Kamerhe, qui est mon chef de l'autorité morale, pour l'initiative d'un séminaire très faraminé et utile pour le cadre du parti. Ces séminaires a pour mission de former les membres du parti, parce que l'objectif ou la mission d'un parti politique n'est pas seulement de conquérir les pouvoirs, c'est aussi de former les cadres. C'est aussi, madame, une occasion pour moi de demander à la jeunesse que nous soutenons Vital Kamerhe.
Il est notre leader. Je suis porte-parole de la dynamique Caméré leader. Mes frères de Kenge, parce que je suis de Kenge, doivent vous savoir que madame, que moi, leur fils, je soutiens Vital Caméré, que Kenge aujourd'hui n'est pas, madame, une possession de la majorité politique. Non, c'est là où je dis, Kenge n'est pas une possession, madame, du FCC, n'est pas possession, madame, d'un quelconque parti. Vital Caméré doit être installé effectivement dans les Congo. J'en appelle aux jeunes de s'approprier de Vital Caméré, du docteur Vital Caméré, qui est quelqu'un qui a une vision tellement élefantesque pour ce pays. Voilà les derniers mots. Merci Chideric Ndossa pour votre coup de pub, hein, ça réussit. Hein. Merci madame. Voilà, Ben Brian, oui. Mais très content de cette émission qui nous permet d'entrer en contact avec le peuple congolais de partout où il se trouve. Vous savez que la chaîne est suivie de par le monde et c'est très important. Et désormais, on est sur YouTube. Hein. Ah, désormais sur YouTube. Ah, sur YouTube, hein. Sur la chaîne Rita Bitota. Exactement. Voilà. Voilà, on peut donc suivre l'émission aussi sur YouTube. Et la pub passe aussi bien de votre côté. Et donc... Je voulais dire à mes compatriotes, à mes frères congolais, que la peur n'est pas congolaise. Nous n'avons pas connu de peur dans ce pays. Nous avons défié tout le régime qui voulait s'installer en contradiction avec notre volonté. Et nous le ferons jusqu'à ce que nous serons tous morts. Du moment que nous sommes vivants, ça restera comme ça et sans équivoque. Et donc, la Constitution doit être protégée. C'est pour ça que j'en appelle à la conscience de la jeunesse. La jeunesse congolaise doit se prendre en charge, au vrai sens du terme, pour protéger sa constitution et aussi pour appuyer, pour booster, n'est-ce pas, les réformes qui sont importantes, pour la sauvegarde de notre pays en tant que nation. Et donc j'en appelle à la jeunesse de se rappeler que si vous ne vous occupez pas de la politique, la question politique s'occupera de vous. Absolument. Et de ce point de vue, je félicite mes amis, le camarade activiste qui ont réagi avec promptitude, n'est-ce pas, à la provocation de la police qui s'est permis de tuer le compatriote congolais. Hier, à l'hôpital Vidjana, le camarade était là pour réclamer justice, n'est-ce pas, pour le médecin Belvis qui a été tué. Et donc, je joins ma voix à celle du mouvement citoyen INAF que je dirige pour souhaiter les condoléances à cette famille et à toutes les familles qui ont perdu leurs proches. Ah, ça allait être l'oubli. C'est aussi l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à la famille. Voilà, non, madame, de présenter mes condoléances et de demander à M. Douli Makambo de démissionner avant toute affaire cessante. De ses fonctions comme ministre de l'Intérieur. C'est la fin de ces 45 minutes. Merci de votre attention. Retrouvez également l'émission sur Digital Congo FM 106.5 tous les samedis et dimanches à 21h05. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.